Aujourd'hui, je vous partage les conseils que j'aurais aimé avoir pour ouvrir le ou les comptes adaptés à mon profil quand j'ai débuté en bourse. C'est une étape cruciale, qu'on souhaite se lancer ou qu'on souhaite réorganiser ses investissements. Du coup, on va voir ça tranquillement et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement lequel ou parfois lesquels sont faits pour vous. Alors, il n'y a pas forcément un grand gagnant universel dans ce match, mais il y a un gagnant en fonction de chaque profil. Et c'est ça qu'on va voir. Vous permettre, en fonction de vos contraintes, de votre surface financière, de vos objectifs, de faire les bons choix. Allez, on y va. On se penche sur les 5 principaux types de comptes pour investir en bourse. On va parler PEA, plan d'épargne en action, épargne salariale, compte titre, assurance vie, PER, plan d'épargne retraite. Et on finira donc en synthèse par rapprocher les bons comptes des bons profils. On commence par le PEA, le plan d'épargne en action. Alors c'est un incontournable pour celui qui veut investir en bourse aujourd'hui. Ce que je vous décris là, c'est pour la France, mais si vous êtes au Canada, en Belgique, en Suisse, restez pour la culture. Et puis je vous mets des compléments spécifiques dans la description de l'épisode. Donc le PEA, comme son nom l'indique, c'est exclusivement dédié au marché actions. On peut y acheter soit des actions en direct, soit des paniers d'actions comme certains ETF éligibles ou certains fonds traditionnels. Dans tous les cas, rien que de la classe action. On ne peut pas y mettre d'autres actifs comme par exemple des ETF sur obligations, sur l'or ou encore sur le Bitcoin. Autre limite pour ce qui concerne les actions en direct, on ne peut y mettre que des entreprises dont le siège est dans l'espace économique européen. Donc avec ce compte, on ne peut pas investir dans Nvidia ou Amazon. Ça limite beaucoup, ça. Alors effectivement, on ne peut pas les acheter directement. Mais c'est pas si grave, et je vais développer 2 raisons à ça. La première, c'est que dans un PEA, on bénéficie de la croissance mondiale. Parce que les entreprises européennes, cotées en bourse, elles vendent leurs produits ou leurs services dans plein de zones géographiques. Et du coup, elles bénéficient donc des dynamiques économiques bien au-delà de l'Europe. La seconde, c'est que pour ce qui concerne les ETF, c'est-à-dire les paniers d'actions, la réglementation du PEA, elle est beaucoup moins contraignante. Il y a des émetteurs qui, du coup, peuvent proposer des ETF qui répliquent, par exemple, la performance des marchés américains, ou chinois, ou japonais, ou même mondiaux. Grâce à ces ETF, on peut donc avoir accès à toutes les zones géographiques à l'intérieur d'un PEA. Et si par exemple vous prenez un ETF S&P 500, le principal indice américain, vous serez largement exposé à Nvidia ou Amazon. Personnellement, je réalise la majorité de mes investissements, pour la partie marché action, au sein d'un PEA. Et je me sens pas du tout contraint. Il y a largement de quoi faire, et ce dans le monde entier. Alors pourquoi je privilégie le PEA sur la partie action ? Il coche beaucoup de cases par rapport à mes critères d'évaluation. En matière d'offres, on a accès, malgré les limites légales, à des milliers d'actions d'ETF. Pour ce qui est des frais, on est sur un niveau assez faible en comparaison avec d'autres types de comptes. Et pour ce qui est de la fiscalité, le PEA il est assez attractif si on compare à d'autres produits. On est sur un prélèvement de 18,6% sur les gains à la sortie. Quand on compare avec d'autres types de comptes, on est sur une taxation parmi les plus faibles. Avec un autre avantage important, c'est ce que j'appellerais l'effet tunnel. C'est quoi cette histoire d'effet tunnel ? Et pourquoi c'est si important ? Ouais, t'as raison, on va développer un petit peu. Lorsque vous êtes sur un PEA, sur tout ce que vous allez gagner, quand vous allez vendre un ETF, quand vous allez vendre une action, quand vous allez toucher un dividende, c'est-à-dire une partie du bénéfice qu'une entreprise va vous verser, et sur tout ça, vous n'allez pas payer d'impôts tant que ça reste dans l'enveloppe. Vous ne les paierez qu'à la sortie réelle du PEA. C'est-à-dire dans 10 ans peut-être ou dans 20 ans. Et pendant ce temps-là, cette somme, elle aura fructifié. Elle aura continué d'être placée sur des actions ou sur des ETF. Ça, c'est un avantage qui est vraiment sous-estimé et c'est aussi pour ça que le PEA, il est incontournable. 4e critère de notation, la flexibilité. On va mettre 3 étoiles. On a quelques contraintes sur le PEA. Alors, on a déjà évoqué la limite géographique. On a aussi un plafond de versement qui va être de 150 000 €. Et j'insiste sur le terme versement. Ça veut dire que les gains que vous aurez réalisés, ils comptent pas dans le plafond. Ça peut amener votre PEA en réalité bien au-delà de 150 000. Autre contrainte, pour bénéficier de la fiscalité réduite, il faut que le PEA ait au moins 5 ans. Alors 2 choses par rapport à ça. La première, c'est que c'est pas si grave parce que quand on investit en action, c'est du temps long. Pour limiter les risques, je vous conseille fortement de ne pas placer sur des produits actions des sommes dont vous pourriez avoir besoin dans moins de 3 à 5 ans. Donc ce qu'a fait le législateur là-dessus, c'est censé. Deuxième chose, c'est 5 ans par rapport à la date d'ouverture du PEA. Ce qui est plus avantageux que d'autres types de comptes où ça va être une durée de blocage qui va s'appliquer à chaque versement.
Le PEA là-dessus, c'est plus simple, c'est plus souple, et je vous conseille du coup d'ouvrir votre compte dès que possible, de prendre date pour commencer à faire tourner ce compteur des 5 ans. Enfin, dernier critère, très important à mes yeux, la transparence. Ici, sur le PEA, pas de sujet. Ça va être du 5 étoiles. Vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Que vous achetez des actions, des ETF actions. Et ce qu'on met à l'intérieur, c'est généralement coté en continu pour les actions et ETF. Ça veut dire qu'on connaît leur prix à tout moment aux heures d'ouverture des bourses. Et pour ce qui est des frais, c'est aussi généralement transparent. C'est clair, c'est lisible. Sauf chez quelques courtiers assez peu scrupuleux, mais vous saurez les éviter. Voilà, pour le PEA, vous l'aurez compris, incontournable à mes yeux pour tout épargnant en bourse. Aujourd'hui, on est environ 10% des foyers fiscaux qu'en ont ouvert un. C'est peu. Probablement parce que c'est pas forcément ce que vont proposer les banques qui vont mettre en avant des produits sur lesquels elles ont plus de marge. On revient sur le PEA dans la synthèse en fin d'épisode. Alors là, avec l'épargne salariale, on est sur le compte, à choisir en priorité sur tous les autres, si votre employeur le propose et y ajoute un abondement intéressant. Ça va concerner qu'une partie d'entre nous, du coup. Pour ceux qui l'ont pas dans leur entreprise, ce chapitre, ça va être pour info, ou si vous le souhaitez, vous pouvez passer au chapitre suivant. Alors, lorsque vous avez cet abondement de votre employeur, du coup, c'est le seul compte sur lequel vous gagnez dès le début, dès que vous déposez dessus. C'est ça le principe de l'abondement. Lorsque vous faites un versement sur le compte, votre employeur, il rajoute lui-même un versement. Par exemple, 50 ou 100% de ce que vous mettez. Si par exemple, vous mettez 100 € et que vous avez 50% d'abondement, vous aurez directement près de 150 € sur votre compte. Je dis près de parce qu'il y a un petit peu de fiscalité sur l'abondement quand même. C'est énorme ça. Une grosse plus-value dès le départ. Dommage que ça ne soit pas pour tout le monde. Et non, malheureusement. C'est quelque chose qui est proposé notamment dans beaucoup de grandes entreprises. Si c'est votre cas, si vous êtes dans une entreprise qui le propose, n'hésitez pas. Et si vous recherchez un emploi, regardez ce sujet parce que ça fait partie du package salarial au sens large. En général, vous allez avoir 2 types de comptes d'épargne salariale en fonction de ce qui a été négocié dans votre entreprise. En un, vous allez avoir le PEE, plan d'épargne entreprise, parfois appelé PEG, plan d'épargne groupe, où les sommes elles vont être bloquées 5 ans après leur versement. Et je précise, là, du coup, c'est bloqué 5 ans à partir de chaque date de versement. Ce qui n'est pas la date d'ouverture du compte qui déclenche les 5 ans, comme pour le PEA. Deuxième type de compte d'épargne salariale, c'est celui qui est bloqué jusqu'à la retraite. Il va s'appeler PERCO ou PERCOL en fonction de ce qui a été mis en place dans votre entreprise. La plupart des entreprises qui proposent de l'épargne salariale proposent les 2 types de comptes, avec un abondement spécifique pour chacun. Donc l'idée, c'est autant que possible mettre suffisamment sur chacun pour toucher un maximum d'abondement de votre employeur. Encore faut-il pouvoir mettre les sommes nécessaires. Ça n'est pas toujours facile. Et je partage, c'est un effort conséquent. Mais déjà beaucoup moins au bout de 5 ans. Parce qu'au bout de 5 ans, vous allez pouvoir commencer à débloquer chaque année ce qui a déjà été mis sur le PE pour le replacer à nouveau. Ça va vous faire un roulement et donc régénérer de l'abondement. Et comme entre-temps, ça aura généralement fructifié, ça alimentera aussi votre PERCO ou votre PERCOL. Alors si on reprend notre grille de notation, pour l'offre, on peut mettre 4 étoiles. Ici, on est sur une offre assez restreinte mais complète. Vous êtes quand même dépendant des choix faits par votre employeur et l'organisme gestionnaire qui l'a choisi. Alors souvent, on a accès qu'à une poignée de fonds traditionnels, en général autour de 5 ou 6. Généralement, ça va quand même couvrir l'ensemble des besoins stratégiques de l'investisseur particulier. Vous aurez au moins un fonds monétaire, donc risque faible, au moins un fonds à dominante obligataire, donc risque moyen, et au moins un fonds action au risque plus élevé. Pour les frais, c'est très moyen. Ça va tourner souvent entre 0,7% et 1% de frais annuels pour des fonds actions ou obligations, alors qu'on est sur de la gestion quasi passive. Les gérants de fonds d'épargne salariale, ils s'attachent quasi systématiquement à suivre de très près l'indice de référence, c'est-à-dire le panier auquel ils se comparent. Et du coup, la performance, ça va être celle de l'indice moins les frais. C'est clairement pas pour la qualité des fonds que je mets en avant l'épargne salariale. Du coup, dès que vous avez passé la durée de blocage, il est préférable de sortir de vos fonds pour soit faire le roulement dont je parlais tout à l'heure et maximiser ainsi votre abondement, soit pour aller vers des supports plus intéressants que les fonds d'épargne salariale. La fiscalité, maintenant, c'est 5 étoiles. Comme pour le PEA, on va être à 18,6 de prélèvement sur vos gains et avec le même avantage en matière d'effet tunnel. Donc 0% pendant toute la détention, même si vous faites des arbitrages. C'est-à-dire que vous transférez des sommes entre les différents fonds proposés. C'est uniquement au moment des retraits
que les 18,6 sur les gains vont s'appliquer. Alors, il y a beaucoup d'autres avantages fiscaux parce que c'est un dispositif qui est encouragé par le législateur. L'abondement versé par votre employeur, il sera taxé côté salarié qu'à 9,7%. Et pour la participation ou l'intéressement versé par vos entreprises, si vous les mettez sur votre dispositif d'épargne salariale, vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu dessus. Vraiment beaucoup d'avantages, passez pas à côté si vous avez la chance d'être dans une entreprise qui le propose à ses salariés. Dernier avantage qu'on trouve parfois, si votre entreprise propose un PERCOL, qui est la dernière évolution en matière d'épargne salariale retraite. Vous avez la possibilité de déduire vos versements volontaires de vos revenus à déclarer aux impôts, dans la limite du plafond que vous voyez apparaître sur la dernière page de votre avis d'imposition. Alors quand je dis déduire, ça ne va pas complètement effacer votre impôt. Ça va le reporter au moment de votre retrait, au moment où vous allez sortir l'argent. Mais si votre retrait il est dans 20 ans, puisqu'on parle ici d'épargne retraite, et bien là aussi, ça fait un joli effet tunnel. Puisqu'entre-temps, vous aurez fait fructifier ces sommes qui étaient destinées aux impôts. Alors pour cet avantage, l'opportunité de l'utiliser, c'est à étudier au cas par cas. Il va falloir regarder vos tranches d'imposition au moment du dépôt et au moment du retrait pour voir si c'est vraiment avantageux pour vous. On y revient tout à l'heure quand on parlera du plan d'épargne retraite, du PER qui, lui, est ouvert à tous et qui fonctionne pareil sur ce point-là. Quatrième critère pour l'épargne salariale, la flexibilité. Alors là, je mets 3 étoiles parce que pour la partie PERCO ou PERCOL, le blocage jusqu'à la retraite, c'est bien sûr une contrainte forte. Et les situations qui permettent de débloquer, elles vont être peu nombreuses. Ça va être soit des accidents de la vie, et dans ce cas-là, on peut aussi considérer l'épargne salariale retraite comme quelque chose qui est là, en cas de coup dur, soit pour l'achat de la résidence principale, ce qui dans certains cas peut aussi faire une opportunité d'épargne logement. Pour la partie PE, c'est beaucoup plus flexible puisque c'est bloqué 5 ans et il y a pas mal de cas de déblocage, mariage, Pacs, rupture de Pacs, création d'entreprise, etc. Enfin, 5e critère, la transparence. 5 étoiles, très propre, d'une part à travers ce qu'on appelle le DIC, le document d'information clé, qui est une fiche d'identité pour chaque fonds, et d'autre part le conseil de surveillance qui est composé de représentants des salariés. Voilà pour l'épargne salariale, vous l'aurez compris, je la mets en numéro 1 pour tous ceux qui peuvent en bénéficier avec un abondement de leur employeur. On passe maintenant au CTO, le compte titre ordinaire, qui comme son nom l'indique, c'est le compte par défaut pour investir en bourse. Par défaut, ça veut dire que c'est celui qu'on ouvre en priorité, c'est ça? Mais non, pas forcément. Parce que parmi tous les comptes qu'on va voir aujourd'hui, c'est le seul qui doit appliquer la fiscalité plein pot. Il va être utile que, du coup, dans quelques situations précises qu'on va voir ensemble. Mais d'abord, on va le passer à notre grille de notation. Pour l'offre, c'est celui qui permet d'avoir quasiment tout ce qui existe en bourse. On peut donc y mettre des actions, des obligations, des ETF. On peut même y mettre indirectement de l'or ou du bitcoin. Pour les frais, là aussi, c'est parfait. Comme pour le PEA, des frais très bas au moment de l'achat et de la revente. Et en général, c'est tout, si vous avez un bon courtier. Pour la fiscalité, du coup, une seule étoile. On paye plein pot les 31,4% d'impôt. Et en plus, on n'a pas d'effet tunnel. L'impôt, quoi qu'il arrive, c'est chaque année pour toutes les transactions qui ont lieu, même si l'argent ne sort pas de votre compte. Pour le critère flexibilité, là, ça passe à 5 étoiles. Parce qu'il n'y a pas d'avantage en face, du coup, il n'y a pas de contrainte particulière. Enfin, côté transparence, pas de souci. On sait généralement ce qu'on achète et combien on paye de frais. Là encore, sous réserve d'avoir ouvert son compte chez un courtier sérieux et honnête. Et alors, dans quel cas est-il nécessaire d'ouvrir un compte titre ordinaire? Et déjà, est-ce que c'est nécessaire pour tous ceux qui veulent investir dans les actions? Je répète, c'est non. Et clairement non. Les autres types de comptes qu'on aborde aujourd'hui, en général, ils sont largement suffisants dans la plupart des situations. Sauf à ce que vous soyez millionnaire et que vous soyez au plafond de tous les avantages que vous pouvez avoir, avec le PEA, avec l'épargne salariale, l'assurance vie et le PER qu'on va voir tout à l'heure. Il est très peu probable que vous ayez besoin d'un CTO. Hormis ce cas de figure, il y a quand même quelques autres cas où ça peut être utile. Je vais vous citer en vrac les obligations directes. Mais là encore, vu les tickets d'entrée, c'est pour les multimillionnaires, et les ETC sur l'or, ce qu'on appelle l'or papier, sur les matières premières, ou encore les ETN sur le bitcoin, qui sont une manière d'y investir indirectement, du bitcoin papier en gros, en s'évitant la complexité des cryptos. Donc hormis ces situations
ou ces investissements spécifiques, pas besoin de compte titre ordinaire en raison de sa fiscalité trop élevée. On a maintenant vu le compte titre ordinaire, le PEA et l'épargne salariale. Il nous reste 2 types de comptes intéressants à aborder, c'est l'assurance vie et le PER, le plan d'épargne retraite. Alors on va maintenant parler de ce qui est mis en avant comme le placement numéro 1 des Français, l'assurance vie. Alors pourquoi numéro 1 ? C'est pas forcément le meilleur. Et c'est surtout, à mon avis, parce que c'est celui qui est le plus souvent proposé, avec à la clé des commissions, pour ceux qui les commercialisent. Donc, j'imagine que côté frais, c'est pas ce qui se fait de mieux. C'est ça, t'as tout compris. Mais avant de balayer ces critères, on va voir un peu ce que c'est que l'assurance vie. On peut y mettre beaucoup de choses. En France, le produit phare, c'est celui qu'on met le plus souvent, c'est le fonds euro. C'est principalement des obligations, c'est-à-dire qu'à travers le fonds euro, vous prêtez à des États ou à des entreprises. Et c'est garanti en capital. Ça peut être intéressant donc pour la partie sécurisée de votre épargne, à côté des livrets, type livret A, livret d'épargne populaire. À côté du fonds euro, on a aussi un autre compartiment qu'on appelle les UC, les unités de compte. On peut aussi y placer plein de choses, entre autres des fonds traditionnels actions, de l'immobilier papier ou même du private equity, c'est-à-dire des entreprises non cotées en bourse. Là, 2 remarques. D'une part, les UC, contrairement au fonds euro, c'est plus garanti. Et puis d'autre part, en moyenne, c'est vraiment très chargé en frais injustifiés. L'industrie financière, elle s'est un peu trop habituée à de grosses marges sur les différents produits à l'intérieur d'une assurance vie. Allez, on passe à notre grille de notation. Là, d'abord, je vais mettre 3 étoiles. Alors, en théorie, on peut mettre plein de choses dans une assurance vie en la vie. Mais dans les faits, vous ne choisissez pas tout ce que vous voulez. Vous êtes restreint au catalogue d'actifs sélectionné par votre intermédiaire. Donc, soyez attentifs à ce catalogue proposé par l'assureur que vous choisissez si un jour vous partez sur de l'assurance vie. Les frais, je reviens pas dessus. 2 étoiles. La fiscalité, c'est assez intéressant sous 2 aspects. La fiscalité sur vos gains d'abord. Ça va être compris dans la majorité des cas entre 17,2 et 30%. Si votre assurance vie a plus de 8 ans et que vous faites dans l'année des retraits qui comprennent moins de 4 600 € de bénéfices, de plus-value, vous ne payez que 17,2% de fiscalité. Deuxième avantage, c'est pour les successions, pour ceux qui ont besoin ou le souhait d'optimiser sur ce sujet. Je rappelle, en France, jusqu'à environ 100 000 € par héritier, quand il s'agit de votre enfant, il n'y a pas de droit de succession, et au-delà, il y en a. Et bien là, avec l'assurance vie, tout ce qui est mis avant vos 70 ans, ça compte pas dans la franchise de 100 000 €. Et c'est sans droit de succession. Alors avec quand même un plafond, environ 152 500 € par bénéficiaire, mais du coup, ça vous permet de transmettre plus de 250 000 € sans fiscalité. Les 100 000 € de la franchise, plus les 152 000 et quelques euros de l'assurance vie. Voilà, donc 5 étoiles au vu de ces 2 aspects sur la fiscalité. Pour le critère flexibilité, je vais mettre un 3 étoiles. D'une part, la fiscalité, elle est un peu complexe dans l'assurance vie et les règles des assurances, elles sont aussi complexes et contraignantes. Et puis d'autre part, j'en mets aussi 1 étoile parce que souvent, les gestionnaires sont pas tous très réactifs. Par exemple, quand vous faites un retrait sur le fonds euro. Sur le critère de la transparence, qui me tient beaucoup à cœur, là aussi, c'est pas fameux pour le fonds euro. Déjà, on n'a pas la composition exacte de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pire, à la fin de l'année, l'assureur, il fait ce qu'il veut avec les gains. Soit il vous les verse, soit il les laisse dans ce qu'on appelle la réserve. Tout ça est particulièrement opaque. Et un assureur, il peut très bien décider de favoriser les futurs clients à votre détriment, en fonction de sa stratégie commerciale. Du coup, en conclusion, c'est ambivalent, l'assurance vie. D'un côté, les avantages sur la fiscalité, de l'autre, des frais et des contraintes qui viennent amputer une partie de ces avantages. On y revient tout à l'heure dans la synthèse, et on verra dans quel cas ça peut quand même être intéressant d'en ouvrir. Enfin, le PER, plan d'épargne retraite, donc avec une durée de blocage très longue, mais des incitations fiscales fortes pour certains profils. Alors comment ça fonctionne? D'abord, on en a parlé un peu pour le PERCOL tout à l'heure. Pour ceux qui bénéficient de l'épargne salariale, le PER, c'est un peu son équivalent, ouvert à tous. Même principe, bloqué jusqu'à la retraite, avec quand même des possibilités de déblocage pour l'achat de la résidence principale et pour faire face à certains accidents de la vie. Alors une fois que vous avez atteint l'âge de la retraite, la sortie elle est libre. Soit vous faites des retraits, soit vous demandez la conversion de votre épargne en rente. Alors la grosse particularité du PER, c'est comme on l'a vu pour le PERCOL, la possibilité de déduire vos versements volontaires de la somme
que vous allez déclarer à l'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond que vous voyez apparaître sur la dernière page de votre avis d'imposition. Et je rappelle, attention, cette somme, elle va être réintégrée à votre impôt au moment du retrait. Donc c'est pas vraiment un cadeau, c'est un décalage. Mais ça reste intéressant dans certaines situations. Il va falloir que vous regardiez quel est votre taux marginal d'imposition. Ouh là là, tu vas nous perdre là. C'est quoi ce taux marginal? Et désolé, mais pour savoir si c'est intéressant d'ouvrir un PER, il faut vraiment regarder ça. Les impôts sur le revenu, ça fonctionne par tranche. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui gagne 36 000 euros. Le calcul de son impôt, ça va ressembler à ça. Pour simplifier, on va dire que son foyer, il comporte une seule part. Alors, au moment où je réalise cette vidéo, sur les premiers 12 000 euros environ, pas d'impôt, 0%, puis de 12 000 euros à 30 000 euros environ, vous allez payer 11%, et enfin, à partir de 30 000 euros environ, vous allez payer 30% de vos revenus. Il y a d'autres tranches, mais ça ne concerne pas cet exemple. C'est ça le principe des tranches. C'est ce qu'on appelle le taux marginal, c'est la tranche la plus haute sur laquelle vous êtes imposé. Donc ici, dans notre exemple, c'est 30%. Si vous voulez connaître votre taux marginal, il est indiqué à la toute fin de votre avis d'impôt sur le revenu. Alors pourquoi ça nous intéresse dans le cadre du PER? Eh bien, on va rester sur notre exemple. Quelqu'un qui aurait gagné 36 000 euros, on va imaginer que cette personne sur l'année, elle mette 1 000 euros sur le PER. Du coup, on passe de 36 000 à 35 000 de revenus imposables. L'économie, elle va être réalisée sur la tranche la plus haute, celle des revenus supérieurs à 30 000 euros dans notre tranche. Donc l'économie d'impôt à l'entrée, elle va être de 30%. Dans notre exemple, pour 1 000 euros d'épargne, on aura 300 euros de baisse de notre impôt cette année-là. Est-ce que j'ai été clair sur le taux marginal d'imposition? Ça va, mais dis-nous maintenant pourquoi ça va nous permettre de savoir si le PER est intéressant pour nous. Eh bien, c'est parce que ces 1 000 euros que vous avez versés, ils sont retranchés de vos revenus l'année du versement, mais ils sont rajoutés à vos revenus l'année où vous allez récupérer cette somme. Donc, si l'année à laquelle vous récupérez cette somme, votre taux marginal, il est moins élevé que celle où vous l'avez déposé, alors vous êtes gagnant. Dans notre exemple, si la personne qui était au taux marginal de 30% au moment du dépôt, une fois en retraite, on va se dire qu'elle gagne moins parce qu'elle est en retraite. Elle gagne plus que 27 000 euros par an. Le fait de rajouter 1 000 euros sur ces 27 000 euros, donc ça va porter à 28 000, on va rester dans la tranche des 11%. Et donc l'impôt supplémentaire, il sera de 110 euros. Alors qu'on le rappelle, elle a économisé 300 euros au moment du versement. Là, c'est intéressant. Si à l'inverse, quand vous êtes en retraite, par exemple, votre taux marginal, il augmente, par exemple parce que vous avez plus d'enfants rattachés à votre foyer fiscal, là, pour le coup, le PER, c'est pas un outil qui est fait pour vous. C'est vraiment cette comparaison qu'il faut faire entre votre taux marginal d'imposition au moment du dépôt et celui tel que vous l'anticipez au moment où vous serez en retraite et que vous commencerez à sortir des sommes de votre PER. Et si votre analyse elle vous amène à anticiper un taux marginal qui soit le même qu'aujourd'hui, une fois que vous serez en retraite. Par exemple, 30% aujourd'hui et 30% aussi quand vous serez à la retraite. Ça vaut quand même le coup, là, parce que ça crée quand même un effet tunnel. Les impôts que vous n'avez pas payés au début, c'est des sommes que vous allez faire fructifier pendant toute la durée de vie de votre PER. C'est comme si votre centre des impôts vous prêtait de l'argent pour investir, ce qui est assez appréciable. Alors on passe à notre grille de notation. L'offre, on est sur quelque chose d'assez similaire à l'assurance vie, c'est-à-dire que c'est votre gestionnaire qui va déterminer le catalogue de produits auxquels vous avez accès. En général, sur un PER, on a accès à quelques fonds pour différents profils. Fonds actions, fonds obligataires, généralement fonds euros, etc. On a aussi accès à ce qu'on appelle la gestion pilotée. Là, c'est votre gestionnaire qui va répartir automatiquement vos avoirs et vos nouveaux versements entre les différents fonds en fonction notamment de la proximité de votre date de départ en retraite. Plus vous êtes loin du départ en retraite, plus il va mettre sur des actifs actions, donc risqués. Et puis, plus vous vous rapprochez du départ en retraite, plus il va sécuriser votre épargne et la mettre sur des supports obligataires ou monétaires. En général, vous avez le choix entre la gestion libre et cette gestion pilotée. Alors, à titre personnel, je préfère la gestion libre parce que ça me permet vraiment de piloter finement, y compris en fonction de ce que j'ai par ailleurs comme placement, pour vraiment aller chercher l'allocation, la répartition que je vise au global sur mon patrimoine. Je reviens tout à l'heure sur le principe d'allocation, quand on fera la synthèse et qu'on définira les comptes à avoir en fonction de votre profil. On continue avec les frais. Là, je mets 2 étoiles. Il y a des frais relativement élevés, proches de ceux des assurances vie. C'est souvent le cas. Quand il y a un avantage fiscal, ceux qui le commercialisent, ils cherchent à capter une partie de cet avantage. C'est en gros la même chose que pour les panneaux solaires, si vous voyez l'idée. Fiscalité ensuite.
On en a déjà parlé, il y a un avantage sur les versements. Pour ce qui est de la fiscalité sur les plus-values, on est sur un prélèvement de 30%, ce qui est un peu élevé quand on compare ça par exemple au PEA ou à l'épargne salariale. 3 étoiles donc, mais ça va vraiment dépendre de la situation de chacun comme on l'a vu. On passe à la flexibilité. Alors là, on va mettre que 2 étoiles, parce que les sommes, elles sont bloquées jusqu'à la retraite, avec des cas de déblocage peu nombreux, principalement des accidents de la vie. Alors on signale quand même le déblocage pour l'achat de la résidence principale. Ça va être un montage intéressant dans quelques situations, mais pas toujours. Ça nécessite une analyse complexe. Parce que l'année à laquelle vous allez débloquer vos fonds pour l'achat, ça risque de faire exploser votre impôt sur le revenu. Donc souvent, une fausse bonne idée dans ce cas. Dernier critère, la transparence, 3 étoiles. C'est globalement correct, sauf pour la partie fonds euros. Et ben voilà, on a fait le tour des principaux comptes pour investir. Alors lequel ou lesquels choisir maintenant ? On a donc vu nos 5 types de comptes. Je ne vous ai pas parlé, mais uniquement parce que vous les connaissez déjà bien, des livrets réglementés, le livret A, le livret développement durable, le livret d'épargne populaire, qui bien sûr vont faire partie de la composition de votre épargne. Alors parmi les comptes qu'on a vus aujourd'hui, est-ce qu'un seul peut suffire ? Et est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que les autres ? Comment adapter nos choix de compte à notre situation, à notre profil, à notre âge, à nos objectifs ? Si on fait la somme des notes qu'on a attribuées aujourd'hui, on arrive à 21 étoiles pour le PEA, 20 étoiles pour l'épargne salariale. Donc franchement, si vous devez en ouvrir qu'un et que votre employeur vous verse un abondement, choisissez l'épargne salariale. C'est imbattable et en plus, avec un seul compte, vous pouvez bâtir une allocation cohérente. Une allocation cohérente. N'utilise pas trop de jargon. Reste compréhensible par tous. T'as raison. C'est quoi l'allocation ? C'est la répartition de votre épargne entre différents placements, notamment en fonction de leur risque. Généralement, on va réfléchir à une répartition entre du risqué, par exemple les actions, du sécurisé, le fonds euro ou le livret A, et de l'intermédiaire, du moyennement risqué comme les fonds obligataires. L'allocation, c'est vraiment quelque chose qu'on doit réfléchir avant de choisir quel compte on doit ouvrir. C'est quelque chose d'assez personnel en fonction de votre âge, de vos projets, de votre rapport au risque. Et donc, si on revient à l'épargne salariale, vous avez toujours à l'intérieur différents types de fonds, risqués, sécuritaires entre les deux, ce qui vous permet vraiment de faire une allocation adaptée. Ensuite, pour ceux qui passent au stade d'après, on aura donc épargne salariale plus PEA. Eh bien, votre épargne salariale, elle va vous permettre d'équilibrer votre allocation. Dans le PEA, vous aurez le risqué, les actions, et pour compenser dans votre épargne salariale, vous prendrez des fonds à risque moyen ou faible. Et c'est comme ça qu'on gère son épargne, en articulant entre les différents comptes pour atteindre l'allocation qu'on souhaite. Donc on a vu 2 cas de figure, épargne salariale seule et épargne salariale plus PEA. Troisième scénario pour ceux qui n'ont pas accès à l'épargne salariale et qui veulent débuter en matière de placement boursier, vous pouvez commencer par le PEA, plus bien sûr des livrets réglementés, livret A, LDD, LEP. Là aussi, ça va vous permettre de répartir entre le dynamique sur le PEA et le sécurisé sur les livrets. Avec ces 3 scénarios, on couvre déjà ce qui est nécessaire pour la majorité des situations d'épargnants. Ça va être nos scénarios socles. Et ensuite, dans certaines situations spécifiques, on va ajouter certains des 3 autres comptes qu'on a vus. Pour le compte titre ordinaire, on totalise aussi 20 étoiles. Pour autant, ça ne va pas être pour tout le monde. Pourquoi aller sur un compte taxé à plus de 30% si on peut faire aussi bien avec des comptes beaucoup moins taxés ? Alors, je vous partage quand même 2 cas de figure où le compte titre il peut apparaître pertinent. Le premier, c'est si vous explosez les plafonds. Le PEA, c'est plafonné à 150 000 € de versement. L'épargne salariale, il y a des plafonds aussi en fonction de vos revenus. Donc, il y a un moment où si vous avez plus à placer, et je vous le souhaite, le compte titre pourra faire partie des solutions. Deuxième cas de figure, et ça va souvent de pair, c'est quand votre allocation nécessite, parce que vous commencez à avoir beaucoup d'épargne, de diversifier encore plus. Et si vous souhaitez par exemple aller sur des obligations, sur des ETF obligataires, ou encore sur de l'or papier, ou sur des ETN sur le Bitcoin, là aussi, il y a de fortes chances pour que vous deviez passer par le compte titre. Il faut voir vraiment le compte titre comme quelque chose qui permet d'ajouter des briques complémentaires, pas comme la base initiale de votre épargne. L'assurance vie maintenant, là il n'y a que 14 étoiles. J'aurai aussi quand même 2 cas de figure où ça peut quand même venir compléter votre épargne. Premier cas, si vous avez besoin d'augmenter la partie sécurisée de votre épargne au-delà des livrets réglementés. Dans l'assurance vie, vous avez le fonds euro qui peut servir à ça. Alors après impôt, ça fera pas beaucoup mieux que les livrets réglementés. En gros, pas beaucoup mieux que l'inflation. Deuxième cas, deuxième profil, si vous avez besoin
ou envie à un moment d'optimiser la fiscalité de votre succession. On l'a vu, l'assurance vie, c'est un très bon outil pour le faire. Enfin, le PER, qui totalise aussi 14 étoiles. Alors là, ça va vraiment dépendre de votre âge, de votre profil, et comme on l'a vu, de vos tranches d'impôt. Donc pour quelques-uns d'entre nous, ça peut venir compléter, ajouter une brique à notre épargne. Voilà en résumé, donc on a 2 types de comptes à privilégier, le PEA et l'épargne salariale pour ceux qui y ont accès, et les 3 autres types de comptes qui ont chacun leurs défauts, mais qui peuvent répondre à des besoins spécifiques. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère vous avoir apporté de la valeur et je vous dis à très bientôt.